Bonjour. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui revient souvent et qui est souvent assez houleux. Les critiques contre l'Algérie, celles qui viennent de certaines personnalités depuis l'étranger. Oui, un sujet sensible. On a comme base une analyse vidéo trouvée sur YouTube. Le titre c'est Tebboune crée la surprise face à Nasser Al-Jin, une découverte qui bouleverse la France, de la chaîne No More. Bon, c'est un titre assez accrocheur. Effectivement. Et la vidéo propose une lecture, disons, très spécifique de ce phénomène. C'est ça. Notre but ici, c'est vraiment d'explorer les arguments de cette source. Qui sont ces critiques selon elle? Quelles contradictions elles soulèvent? Quelles motivations? Et surtout, comment l'État algérien réagirait face à ce que la vidéo appelle des campagnes médiatiques. Voilà, on va décortiquer ça. Il faut bien comprendre que cette analyse parle d'une dynamique complexe. Elle utilise même les termes de guerre médiatique, voire psychologique. Donc, notre objectif, c'est de comprendre le raisonnement présenté sans le juger, mais en extrayant l'info pour saisir les enjeux tels que cette source les voit. C'est exactement ça. Comprendre la perspective de la vidéo. Parfait. Alors allons-y. La vidéo commence fort en parlant de contradictions apparentes chez certaines figures. Le premier nom cité, c'est Lofi double canon. Oui, selon la source, il réapparaîtrait régulièrement dans les médias pour commenter des affaires internes algériennes. Et le but, d'après la vidéo, ce serait de ternir l'image des institutions, et plus particulièrement celle du président Tebboune. Les autorités algériennes de façon assez vive. Ah oui, sur quoi il exigeait des communiqués officiels, une communication claire sur l'affaire Nassar Il-Kheljen. Une affaire d'ailleurs que la vidéo lie à des rumeurs venues de France, du Maroc et d'autres parties hostiles. Et le fait que les autorités n'aient pas réagi tout de suite, ça lui posait problème. Exactement. Il aurait trouvé ça inacceptable, selon la source vidéo. D'accord. Et c'est là qu'intervient la contradiction soulevée par l'analyse. Précisément. La vidéo rappelle que quelques semaines plus tôt, ce même Lofty double canon aurait participé activement à diffuser ce que la source appelle des fausses informations sur le président Tebboune lui-même. Ah, les rumeurs sur sa santé, sa disparition présumée. Oui, voilà. Des affirmations comme quoi il avait disparu ou qu'il était en Allemagne dans un état critique. Des choses assez graves, quand même. Et comment la vidéo utilise ça, justement? Mais elle met en parallèle son exigence de transparence sur une affaire et le fait qu'il ait lui-même colporté des rumeurs non vérifiées sur le chef de l'État peu avant. Et l'apparition publique de Tebboune ensuite a servi de démenti en quelque sorte. C'est ça. La vidéo utilise cette apparition comme une preuve factuelle qui a invalidé les rumeurs précédentes. Pour l'auteur de l'analyse, ça illustre une méthode. L'important serait de créer le doute, la suspicion, peu importe si c'est cohérent ou vrai. Je vois. Et ce n'est pas le seul exemple, j'imagine. Non, non. La vidéo élargit ensuite au cas de l'Arbizitou. Il est présenté comme un autre acteur de la diffusion de ces rumeurs sur la prétendue disparition de Tebboune. D'accord. Et sa réaction quand Tebboune était réapparu? C'est là que ça devient intéressant selon la source. Quand le président est finalement réapparu, pas juste une fois, mais lors de plusieurs événements, rencontres internationaux, etc., Oui. eh bien, plutôt que d'admettre une erreur, Zitou aurait avancé une explication que la vidéo qualifie d'absurde. C'est-à-dire? Il aurait prétendu que les images du président étaient des faux, générées par intelligence artificielle. Ah oui, quand même. Une théorie un peu audacieuse face à des rencontres physiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la vidéo souligne que face à l'accumulation des preuves contraires, les rencontres diplomatiques, les sommets, tout ça, Il a maintenu sa théorie. apparemment non. D'après la vidéo, il serait resté silencieux sur ce point précis par la suite. Et la source en conclut que ça montre une incapacité ou un refus de reconnaître les erreurs factuelles, même évidentes. Pas d'excuses, rien. Ce qui renforcerait l'idée, selon cette analyse, que la vérité n'est pas le but principal recherché. C'est exactement l'argumentaire développé. La recherche de la vérité passerait au second plan. Et la vidéo cite d'autres noms ensuite, Amir Dzez, Abdou Semar. Oui, Hichem Aboud aussi est mentionné. Ils sont tous mis dans le même sac, en quelque sorte, comme faisant partie de cette mouvance d'opposants basée à l'étranger. Mais un groupe uni ou pas vraiment? Justement, c'est en point clé de l'analyse. Elle affirme qu'ils sont tous sauf unis. Ah bon? Oui, profondément divisés sans projet politique commun. À part, selon la vidéo, celui de nuire à l'Algérie et de salir son image. Et pourquoi cette division alors, si l'objectif est le même? L'explication avancée par la vidéo est assez directe. Ce serait la jalousie mutuelle et surtout une compétition féroce pour attirer l'attention et les financements. Des financements étrangers. C'est l'allégation de la source, oui.
Elle cite explicitement la France et le Maroc et parle aussi d'autres parties hostiles. Ces puissances auraient intérêt à déstabiliser l'Algérie et financeraient donc ces individus. Et ça créerait une compétition entre eux. Voilà. Chacun essaierait de se montrer plus brillant, plus efficace pour capter une plus grosse part de cet argent présumé. Du coup, ça mènerait à des tensions, des attaques personnelles entre eux, et ça minerait toute idée d'un mouvement cohérent. D'accord, donc un tableau assez peu reluisant de ces figures, selon la source. Passons à la stratégie globale qui leur est prêtée. Si ce n'est pas la vérité, quel est l'objectif principal? Le cœur de la thèse, c'est vraiment ça. Le but ne serait pas d'informer, mais de semer systématiquement le doute et la confusion. Peu importe si l'info est vraie, fausse, vérifiable ou non. L'idée, c'est de créer une ambiance. Une impression de fragilité. C'est ça, maintenir une pression constante, une atmosphère d'incertitude autour de l'État algérien, de sa stabilité. Et le lien avec les financements étrangers présumés est central dans cette stratégie si on suit la source. Tout à fait. L'idée de la vidéo, c'est que ces puissances étrangères, qui ne verraient pas d'un bon œil une Algérie stable, utiliseraient ces personnalités comme relais. Les financements serviraient à soutenir leur activité, mais aussi peut-être à orienter leurs actions et à attiser cette compétition dont on parlait. C'est une vision assez instrumentalisée de leur rôle qui est présentée là. Clairement. La vidéo mentionne aussi une tactique précise, le piège de la réaction. Qu'est-ce que c'est selon l'analyse? Alors, c'est une tactique assez classique en guerre de l'information, en fait. Ça consisterait à lancer des rumeurs, souvent très spectaculaires, très alarmistes. Même si elles sont peu crédibles. Justement, le but n'est pas la crédibilité, mais de forcer les autorités algériennes à réagir publiquement, les obliger à sortir du silence. Par des démentis, des conférences de presse. Oui, ou même des apparitions publiques calculées pour contrer la rumeur. Et le piège, c'est de tomber là-dedans, de jouer leur jeu. C'est exactement ça. Si l'État réagit à chaque fois, même aux rumeurs les plus folles, il devient, comme le dit l'analyse, un simple spectateur réactif. Il perd l'initiative en quelque sorte. Voilà. Il donne de l'importance à des choses qui n'en méritent peut-être pas, il est constamment sur la défensive, obligé de prouver que c'est faux. C'est un cercle vicieux qui épuise et détourne l'attention, selon la vidéo. Est-ce qu'il y a un exemple concret où cette stratégie aurait été utilisée et peut-être déjouée? Oui, l'analyse cite le cas du chef d'état-major algérien, le général Saïd Chengrira. Ah oui. La vidéo rappelle que plusieurs fois des rumeurs ont circulé sur sa disparition, sa mise à l'écart, etc. Mhm. Or, la source souligne que ces apparitions publiques très fréquentes, quasi hebdomadaires selon elle, inspections, réunions, cérémonies, ont à chaque fois rapidement contredit ces rumeurs. Donc, sa présence constante a servi de démenti factuel. Pour l'auteur de la vidéo, oui. Ça a montré que les rumeurs étaient fausses et ça a aussi exposé les intentions de ceux qui les propageaient. Juste tenter de déstabiliser. D'accord. Alors, face à cette stratégie du doute et ce piège de la réaction, quelle serait la réponse de l'État algérien, toujours d'après cette vidéo? La source parle d'une politique du silence, ou de manière un peu plus fine, de retenue stratégique. Donc, pas de la passivité, mais un choix délibéré. C'est comme ça que c'est présenté, oui. Ce serait la réponse jugée la plus efficace par les autorités face à ce type de campagne. Et la logique derrière ça? C'est pour ne pas jeter d'huile sur le feu. En partie. La logique serait double, d'après la source. D'abord, refuser de tomber dans le piège, de laisser des acteurs externes dicter l'agenda de communication de l'État en le forçant à démentir sans cesse des mensonges fabriqués. Et la deuxième partie? C'est peut-être le plus important dans l'argumentaire. Laisser les faits, les actions concrètes, la marche normale du pays parler d'eux-mêmes. L'idée, c'est que la réalité finit par l'emporter sur la rumeur, que les actes sont le meilleur démenti. C'est précisément ça. La source dit que la continuité du fonctionnement de l'État, sa visibilité nationale et internationale, c'est la réfutation la plus forte, même si elle n'est pas explicite. Elle donne des exemples concrets de ces faits? Oui, elle cite pêle-mêle les déplacements et rencontres du président Tebboune à l'international, les activités régulières et médiatisées du chef d'état-major, les rencontres diplomatiques menées par les ministres. Et la vie institutionnelle qui continue, en gros? Voilà, la poursuite du travail législatif, gouvernemental, la stabilité générale du pays malgré tout ce bruit médiatique. Privilégier l'action sur le long terme plutôt que la réaction immédiate. Donc, une sorte de confiance dans la solidité des institutions et la force des faits. C'est la lecture qu'en fait la vidéo. Elle présente cette retenue non comme une faiblesse, mais comme une stratégie, basée sur l'idée que les mensonges, même répétés, finissent par s'écraser contre le mur de la réalité. Mieux vaut continuer à avancer que de s'épuiser en polémiques stériles. C'est une perspective intéressante sur la gestion de l'info en période de tension.
La vidéo aborde un autre point critique. Elle accuse ces personnalités de partialité, suggérant des agendas cachés. Peux-tu nous en dire plus? Oui, la source parle de critique à géométrie variable, une partialité qu'elle juge flagrante. C'est-à-dire? L'argument, c'est que ces individus, décrits comme très virulents contre les dirigeants algériens, les institutions du pays, eh bien, ils seraient étonnamment silencieux sur d'autres sujets comparables dans la région. Elle donne des exemples de ces sujets oubliés? Oui, 2 points précis sont mentionnés. Premièrement, le rôle des généraux marocains dans la politique et l'économie de leur pays. D'accord. Et deuxièmement, les pratiques du régime de Rabat en général, que ce soit sur le plan intérieur, les droits humains ou ses relations avec ses voisins. D'après la vidéo, ces critiques éviteraient soigneusement ces sujets, pour concentrer tout leur feu sur l'Algérie. Et quelle conclusion la source tire de ce déséquilibre présumé? Elle y voit un indice majeur pour s'interroger sur, je cite l'idée, les agendas réels et les véritables sources de financement de ces personnalités. Donc, l'idée serait qu'ils ne sont pas guidés par des principes universels, mais par une mission ciblée contre l'Algérie. C'est la suggestion très forte, oui, qu'ils agiraient comme des instruments d'une stratégie hostile, épargnant d'autres acteurs régionaux pour des raisons pas très claires, ou du moins pas avouées. Et la conséquence de ça, selon la vidéo, c'est que ça mine leur crédibilité. Exactement. Ça saperait leur légitimité en tant qu'opposants honnêtes ou défenseurs des droits. Cette partialité perçue, cette sélectivité, remettrait en cause leur objectivité, leur indépendance. Leur focalisation jugée obsessionnelle sur l'Algérie, couplée à ce silence sur d'autres dossiers, trahirait une mission commanditée plutôt qu'une opposition authentique. Bon, si on essaye de résumer tout ce que dit cette source vidéo, elle peint le portrait d'une sorte de guerre un peu particulière, une guerre médiatique et psychologique menée contre l'Algérie. C'est bien ça, hein? C'est tout à fait le cadre narratif. Une guerre menée, selon la vidéo, via des personnalités médiatiques à l'étranger. Leurs armes, la désinformation, les rumeurs alarmistes, les accusations répétées, jugées sans fondement ou contradictoires. Et le tout potentiellement soutenu, voire piloté par des intérêts étrangers hostiles à l'Algérie. C'est l'allégation forte de la source. Et face à ça, la réponse algérienne décrite serait donc la retenue, ce silence stratégique, en s'appuyant sur les faits concrets et la continuité de l'action de l'État. Précisément. Et la vidéo conclut d'ailleurs sur ce qu'elle voit comme l'échec programmé de ces tentatives. Ah oui, pourquoi ça échouerait? Selon elle, ça se heurte à plusieurs choses. La solidité supposée des institutions algériennes, la force des faits qui finissent par contredire les rumeurs, et enfin ce que l'analyse nomme la vigilance et la maturité du peuple algérien. Qui serait capable de faire le tri entre info et intox. C'est l'idée. Que les gens sont de moins en moins dupes face aux manipulations. Et donc, en conclusion, pour la vidéo, ces critiques finissent par se tirer une balle dans le pied par leurs propres excès et contradictions. Oui, c'est fortement suggéré que cette stratégie, basée sur la rumeur, a ses limites. À force de crier au loup, de raconter des choses fausses, d'être démentis par les événements, ces individus perdraient leur crédibilité, leur influence. Et pendant ce temps, l'Algérie, selon la vidéo, continuerait sa route sans trop s'en préoccuper. C'est l'image donnée, consciente des manœuvres, mais choisissant de se concentrer sur ses objectifs, laissant ses voix s'épuiser toutes seules. C'est une lecture, on le répète, très spécifique, très orientée de ces dynamiques médiatiques autour de l'Algérie que propose cette source. Ça montre bien la complexité de la circulation de l'info aujourd'hui, surtout quand la politique s'en mêle. Absolument. Et au-delà du cas algérien précis vu par cette vidéo, ça pose une question beaucoup plus large en fait. Une question fondamentale pour notre époque. Oui. Dans ce paysage médiatique globalisé, où la désinformation peut être produite massivement, amplifiée par les réseaux sociaux et utilisée par des acteurs externes avec leurs propres agendas, comment on fait? Comment les États, mais aussi les sociétés, les citoyens, peuvent naviguer là-dedans? Quelle stratégie pour se protéger, pour garder un débat public sain? Voilà, comment maintenir la confiance dans l'information fiable, comment assurer une certaine stabilité face à ces nouvelles formes de conflits qui se jouent sur le terrain de l'information. C'est sans doute un des très gros défis du XXIe siècle, ça.